Καλησπέρα σας. Bonsoir, j'espère que vous nous entendez tous. Nous souhaitons la bienvenue au professeur Monsieur Gilles Kepel. J'espère qu'il pourra prochainement venir en Grèce. Je souhaite aussi la bienvenue à Monsieur Vassilis Nedos, qui est un journaliste très connu et plus spécialisé, je crois, sur les questions de sécurité. Le professeur, Monsieur Dimitris Kiridis, professeur de relations internationales, et moi-même, Antonis Trifilis, membre du conseil de surveillance de Dianeosis et Eliamep. Je remercie tout d'abord Monsieur Kepel et l'Institut français de Grèce qui nous accueille. Et les éditions Clidarithmos pour la très belle édition du livre de M. Kepel, les interprètes, et vous tous qui aurez la patience de nous entendre. Il y a quelques jours, je parlais avec un ami à New York et pendant notre discussion, on a abordé Monsieur Gilles Kepel. Et je lui ai parlé de l'analyse de Monsieur Kepel et il m'a demandé en quoi consistait cette analyse. C'est un livre optimiste et la conclusion est que personne ne peut sortir gagnant à travers ces enjeux. Monsieur Kepel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette discussion. Pour être à Athènes avec vous, mais Inch'Allah, ce sera possible à partir du printemps. Donc, je suis très heureux de la sortie de cette traduction grecque de mon livre Sortir du chaos, que j'ai mis à jour jusqu'à l'année 2019, puisque le livre est sorti en fait en France en 2018. Et malheureusement, l'évolution de la situation dans la région du Moyen-Orient et de la Méditerranée, en particulier orientale, ne font hélas que confirmer un certain nombre d'hypothèses de ce livre. C'est pour moi un grand plaisir justement de dialoguer avec les amis grecs, un pays qui m'est très cher, comme beaucoup d'anciens jeunes Français de ma génération. J'ai commencé mes études par les humanités grecques et la lecture du grec ancien. Et après, j'ai appris un peu de démotique sur la plage et dans les tavernes. Et il se trouve qu'en sortir du chaos paraît en langue grecque au moment où la Grèce se trouve d'une certaine façon, malgré elle, au centre des relations entre l'Europe et le Moyen-Orient. Bien sûr, du fait de la politique de M. Erdogan, de la réislamisation d'Hagia Sophia le 24 juillet de cette année, le jour qui coïncide avec l'anniversaire du traité de Lausanne, un traité qui sanctionnait la victoire militaire d'Atatürk, ce que les Grecs appellent les Mikriasia Catastrophi, et par lequel Erdogan a appuyé sur cette victoire militaire d'Atatürk, l'Atatürk nationaliste, pour détruire l'Atatürk laïque.
Et c'est précisément Atatürk qui avait en 1935 fait de Hagia Sophia, qui était une mosquée après avoir été une basilique byzantine, un musée dont il faisait un cadeau à l'humanité. Erdogan, qui a été formé comme imam dans un lycée pour imams et prédicateurs, réalise de cette manière un rêve de jeunesse. Et il réislamise Sainte-Sophie et en même temps, les gens qui sont proches de lui attaquent la Grèce et Chypre, considèrent que leurs eaux territoriales ne valent rien, qu'il faut refaire le traité de Lausanne, il faut qu'il y ait une zone économique exclusive entre la Turquie et la Libye qui oublie l'existence de la Crète. Ensuite, il envoie ses drones soutenir les Azéris contre les Arméniens, d'une certaine manière pour passer le message que le christianisme oriental, le christianisme orthodoxe, qu'il soit grec ou arménien, au fond n'existe pas et que la réalité historique d'aujourd'hui doit être celle de l'Empire ottoman. Une situation tout à fait étrange qui est due justement à cet effondrement du système international que nous avons vu pendant la présidence Trump, où l'absence de leadership américain a permis à des aventuriers politiques de tenter de réussir leur pari et de se lancer dans des aventures militaires, idéologiques et autres. Et nous, dans l'Europe occidentale, nous en avons aussi vu les conséquences. Par exemple, en France, avec le mouvement des loups gris, le mouvement fasciste turc allié à l'AKP de M. Erdogan, qui s'est mis à attaquer les Arméniens en France, dans l'endroit où ils étaient venus après le génocide en Anatolie en 1915. Les loups gris ont d'ailleurs été dissous par le Conseil des ministres français et même Mme Merkel a commencé à prendre des mesures contre eux en Allemagne, malgré la peur qu'a Mme Merkel de la capacité du président turc à influer sur les votes des Turcs allemands. Et puis, on a vu aussi ces phénomènes tout à fait incroyables de ce bateau, le Oruç Reis, qui est le nom du corsaire Barberousse, aller chercher du gaz dans les eaux grecques, dans les eaux chypriotes, etc. Tout cela a été facilité par la relation de complicité qui a été construite entre strong leaders, entre la famille Erdogan et la famille Trump, marquée par les liens particuliers entre le gendre de Trump, Jared Kushner, et le gendre d'Erdogan, Berat Albayrak, qui ont géré les affaires de l'État avec les affaires de la famille, avec la Trump Tower à Istanbul, etc. Alors, il semble que cette période-là, cette période historique tout à fait bizarre, est en train de prendre fin, puisque là, depuis hier soir, on a compris que Trump finalement allait accepter de reconnaître qu'il avait été battu. Donc la transition va se faire. L'équipe Biden va s'installer à la Maison-Blanche. Et on voit bien que Biden, qui est sans doute le président américain qui a le plus d'expérience de la politique étrangère, quand il entre à la Maison-Blanche, puisqu'il a été pendant presque 40 ans, avant d'être même vice-président, le patron du comité des relations internationales du Sénat, est assez informé de la situation au Moyen-Orient, par ailleurs élu de la Nouvelle-Angleterre, où il y a de nombreux Grecs américains, il est au courant de ces enjeux, et on va probablement voir une redistribution des cartes dans la région,
dans un sens qui sera moins favorable à l'aventurisme. Donc ça, c'est une question qui me semble fondamentale aujourd'hui et on pourra en parler si vous le souhaitez. Autre élément, c'est que donc, ce livre-là, Ishodos Apotochaos, Sortir du chaos, est un livre qui s'efforce de traiter du demi-siècle écoulé dans la région. C'est-à-dire que pour comprendre les événements contemporains, tels que je viens de les expliquer, l'aventurisme d'Erdogan, l'opportunité fournie par le Trumpisme, ce qui sera sans doute une parenthèse dans l'histoire américaine, tout cela, on ne peut le comprendre qu'à partir du moment où on a les éléments historiques qui nous permettent de comprendre pourquoi le djihadisme s'est développé, qui en a été l'acteur, comment ça a introduit des contradictions, des bouleversements, des ruptures et des drames au Moyen-Orient. Aujourd'hui, en France, nous sommes l'objet, et le président Macron surtout, de la vindicte et de l'incrimination d'un certain nombre de mouvements de l'islamisme radical et même personnellement de M. Erdogan contre Macron à propos de la publication de caricatures du prophète Mohammed par l'hebdomadaire Charlie Hebdo, qui, au fond, rappelle la grande campagne qu'avait menée l'ayatollah Khomeini après le 14 février 1989, lorsqu'il avait prononcé sa fameuse ou son infâme fatwa contre Salman Rushdie, auteur des versets sataniques, pour avoir blasphémé, entre guillemets, le prophète Mohammed. Et on voit que, de même que Khomeini avait utilisé cette attaque contre les blasphémateurs pour reprendre l'hégémonie sur le monde musulman, il faut bien se rappeler, et je raconte ça en détail dans ce livre, que la date de la fatwa de Khomeini, le 14 février 1989, avait été choisie non pas, comme le croient mes étudiants, parce qu'elle coïncidait avec le jour de la Saint-Valentin, mais parce que c'était la veille du retrait soviétique de Kaboul, en Afghanistan, qui était obligé de partir à cause du djihad victorieux, financé par l'Arabie saoudite et armé par la CIA américaine, qui aboutirait du reste, un peu plus tard, cette même année 1989, à la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme, parce que l'armée rouge n'était plus qu'un tigre de papier. Et Khomeini avait réussi, en gagnant la bataille médiatique, c'est-à-dire en s'emparant des moyens de communication, en condamnant à mort un individu, Salman Rushdie, auteur et romancier qui vivait au Royaume-Uni et qui était citoyen britannique, une chose tout à fait extraordinaire parce que du coup, il étendait le domaine de l'islam jusqu'à l'Occident, puisque une fatwa ne s'applique que dans un domaine islamique par définition. Tout cela, d'une certaine façon, avait anticipé ce qui se passe aujourd'hui, avec les fatwas contre les journalistes de Charlie Hebdo et avec ce qui nous est arrivé en France tout récemment, c'est-à-dire ces trois séries d'assassinats djihadistes au nom de la défense du prophète. D'abord, ce Pakistanais qui a essayé de tuer des journalistes de Charlie Hebdo, mais qui s'est trompé, qui a blessé d'autres personnes. Ensuite, le Tchétchène qui a décapité un professeur de lycée en France, qui a été un traumatisme énorme pour la société française. Et finalement, ce Tunisien qui venait d'arriver clandestinement de Tunisie et qui a tué 3 personnes dans la basilique
Notre-Dame de Nice, dans le sud de la France, près de là où je me trouve en ce moment. Et donc tout ça, ça s'inscrit justement dans la prolongation de ce qui s'est produit pendant ces 50 dernières années. Si on n'a pas compris le sens de la fatwa de Khomeini, alors de 1989, alors on ne peut pas comprendre les attentats qui viennent de se produire en France. Si on ne connaît pas les différentes phases du djihadisme, c'est-à-dire d'abord le djihad en Afghanistan, puis Al-Qaïda, puis Daesh, qu'on appelle aussi ISIS, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. La défaite militaire de Daesh, l'écrasement du califat, la prise de Mossoul par les forces irakiennes et de Raqqa par les forces kurdes, tout cela a rendu inopérant le djihadisme de troisième génération qui était celui de Daesh. Mais aujourd'hui, nous avons ce djihadisme de quatrième génération, où on a d'un côté des entrepreneurs de colère, par exemple les gens qui vont désigner le professeur Samuel Paty, le professeur de ce collège français, parce qu'il a voulu montrer des caricatures pour débattre sur la liberté d'expression comme une cible, et ensuite un djihadiste tchétchène va l'identifier comme cible et va aller le tuer. De la même manière, nous avons un grand entrepreneur de colère qui est M. Erdogan, qui annonce que l'Occident s'est terminé, qu'il est le successeur du sultan Mehmed II Fatih en réislamisant Istanbul, qui envoie l'imam Ali Erbash, qui est également le président de l'organisation turque de l'islam, le Diyanet, avec un sabre à la main pour faire la prière, au nom de ce qu'on appelle en turc le Kiliç Hakkı, c'est-à-dire le droit du sabre. On ne rendra ce qui a été conquis par la force que si on a une force qui nous oblige à être vaincus. Et dans cette ambiance délétère, évidemment, on va avoir un djihadiste qui a passé d'ailleurs 16 mois en Turquie, dont 12 dans des camps de réfugiés syriens djihadistes, à apprendre l'idéologie djihadiste, qui va attaquer Vienne, la ville où le djihad ottoman a été arrêté en 1683, et en faisant un communiqué disant qu'il fallait tuer tous les croisés et qu'il était un martyr pour l'éternité. Donc, on est aujourd'hui confronté à de nouveaux défis très importants, et ces défis, à mon avis, ces défis de l'actualité, on ne peut véritablement les comprendre que si on a une bonne connaissance de ce qui s'est passé dans le demi-siècle, dans les 50 dernières années écoulées. C'est ça que j'ai essayé de faire avec ce livre, Sortir du chaos, et je suis d'autant plus heureux que, malheureusement, la traduction grecque coïncide avec justement le fait que la Grèce se trouve en plein milieu de ce drame, avec les flux de réfugiés qui arrivent sans cesse, avec la Grèce submergée par ces flux qui n'arrivent pas à filtrer et à identifier les réfugiés. Par exemple, un certain nombre de djihadistes français qui ont fait les attentats en 2015 sont passés par Chios ou par Mytilène et par Lesbos, mais les Grecs n'avaient pas les moyens face à ce flux de filtrer. L'Union européenne a été en retard, et aussi parce qu'aujourd'hui, la Grèce et Chypre sont l'objet de ces provocations récurrentes. L'un des grands enjeux, je vais m'arrêter là, ce sera l'attitude de l'Union européenne. Alors, il y a eu au mois de septembre, le 10 septembre, une réunion en Corse, à Ajaccio, de ce qu'on appelle le Med 7, les 7 pays méditerranéens de l'Union européenne, en fait, pas vraiment 7 plus le Portugal, mais moins la Croatie et la Slovénie qui font déjà partie de la Bundesbank, et qui ont décidé donc de protester contre les provocations turques. Mais ces protestations n'ont pas été entendues au sommet
de l'Union européenne du 1er octobre, parce que Mme Merkel et M. Conte n'ont pas voulu mettre la Turquie de M. Erdogan devant ses responsabilités. Et M. Erdogan avait retiré son bateau l'Oruç Reis 2 jours avant, il l'avait renvoyé au port à Malatya et il l'a remis 2 jours après, quand Mme Merkel a dit que tout allait bien. Là, nous allons bientôt avoir un nouveau Conseil européen, les 10 et 11 décembre, où la question turque et d'autres questions vont être mises à l'ordre du jour. Je note qu'il y a 2 jours, un navire turc qui allait approvisionner la Libye avec une cargaison qui n'a pas été fouillée, a été arraisonné en haute mer par un navire allemand, ce qui est évidemment un signe que Mme Merkel a donné à M. Erdogan. Est-ce que ça va se traduire par un changement d'attitude le 10 et 11 décembre? Je ne sais pas. Néanmoins, il y a eu un changement parce que l'attentat de Vienne, dans un espace germanophone, et même un attentat islamiste à Lugano, en Suisse italienne récemment, ont montré que ces questions de djihadisme en Europe n'étaient pas seulement les méchants français qui étaient laïcs, ou les vilains grecs et les vilains chypriotes qui n'étaient plus soumis à l'Empire ottoman, mais que c'était un enjeu global européen. Donc ça sera bien sûr quelque chose de très important d'arriver à comprendre comment cette situation va pouvoir être ou non traduite le 10 et 11 décembre par le sommet qui aura lieu à Bruxelles, dans un contexte où le monde change, où Trump s'en va, comme on dirait en arabe, walhamdulillah, heureusement, grâce à Dieu, et où nous avons une présidence américaine qui sera certainement compliquée à gérer pour l'Europe, comme elle a toujours été, mais au moins avec un certain nombre de règles qui n'existaient plus à l'époque de Trump. Merci, Monsieur Keppel. Mais maintenant, c'est au tour de Monsieur Keridis, qui est député de Nouvelle Démocratie à la 2e circonscription du nord d'Athènes, mais surtout un grand star international dans la période de la crise. Tu as la parole de façon aussi succincte que possible pour que les autres intervenants puissent parler et que M. Keppel puisse clore cette petite rencontre. Merci beaucoup, Antonis. C'est un plaisir et un honneur pour moi de participer à ce panel. Je remercie les organisateurs et vous trois, ainsi que les éditions Clidarithmos qui nous offrent cette occasion de débattre de ce livre très intéressant intitulé « Sortir du chaos » et la Foire internationale du livre de Thessalonique et l'Institut français de Grèce qui jouent un rôle essentiel dans les événements culturels d'Athènes. Les relations franco-grecques sont très anciennes, très étroites et très profondes et ne concernent pas seulement la politique, mais intègrent l'ensemble de la société et notamment les intellectuels. Et nous allons célébrer le bicentenaire de la Révolution grecque. La relation avec la France symbolise de façon très complète et M. Gilles Keppel, hellénophone, grâce à ses fréquentes visites en Grèce, illustre cela et à travers ces nombreux livres qui ont été traduits en grec, il souligne cela. Nous avions envisagé cela autrement. Nous voulions l'inviter au Parlement. Notre Parlement n'a pas l'habitude d'inviter des hommes qui ne sont pas des politiques et qui ne sont pas des parlementaires qui viennent de l'étranger, mais de façon exceptionnelle. Nous voulons de toute façon organiser cela de plus en plus et nous avions invité Gilles à la Commission des relations internationales sur une question qui concerne l'ensemble de l'Europe et comme lui-même l'a souligné, cela concerne la Grèce.
le Covid en a voulu autrement. Nous espérons que le retour à une normalité nous permettra de réaliser cette rencontre qui sera très profitable à mes collègues députés. Le livre et l'ensemble de l'œuvre de Gilles Kepel traite une question qui est d'actualité depuis des décennies et de plus en plus, et à propos duquel les intellectuels européens et de façon plus générale le débat public dans nos sociétés a plutôt échoué et a ombragé cette question en utilisant de nombreux stéréotypes et je dirais même des absurdités. Et ici, donc, il y a une contribution essentielle d'un intellectual public, comme diraient les anglo-saxons, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire, mais qui intervient dans le débat public à travers des articles dans les grands journaux, à travers des interventions à la télévision, des conférences destinées au large public et en vulgarisant des questions complexes d'une façon très scientifique et très approfondie, comme il le fait dans ses derniers ouvrages, qui est le summum d'une longue histoire de son étude de l'islam et du djihadisme. Nous avons besoin en Grèce aussi de ce type d'intervention, puisque nous n'avons plus le luxe des absurdités, je dirais, et de l'ignorance et de l'indifférence et de la simplification et de tous ces problèmes qui infectent le débat public. Vassilis Nedos, lui aussi, qui représente lui aussi, je crois qu'ici nous avons un peu le fleuron de la société grecque qui a résisté pendant les 10 années de la crise et qui reste debout en tant que société civile et qui continue de débattre de ces questions. Vassilis représente bien sûr le journal le plus historique en Grèce et lui-même personnellement, et le journal continue d'assurer leur fonction d'information auprès des lecteurs grecs. Et Andonis Trifilis, à travers sa carrière importante à Bruxelles et à travers ses interventions très pointues. Est-ce que, Dimitri, avec Vassilis, nous avons partagé donc la tâche, lui sur les questions relatives à la Turquie. Nous, les Grecs d'ailleurs, nous examinons tout ce qui concerne l'étranger à travers le prisme de la Turquie et maintenant à travers le Moyen-Orient. La Turquie qui est le grand éléphant, on pourrait dire, dans la chambre grecque de la politique extérieure. J'ai 3 questions. Je laisse la Turquie donc à Vassilis. Et 3 questions qui sont assez vastes. Je ne sais pas comment Gilles pourra y répondre. La première question concerne le phénomène du djihadisme qui nous semble si lointain et si en dehors de notre logique occidentale, entre guillemets. J'aimerais qu'il nous dise de façon très succincte sa relation avec l'Occident, non pas seulement avec le colonialisme et les Grecs, les guerres menées par l'Occident. Il a mentionné Khomeini. Rappelons que Khomeini a pris un avion, il a atterri à Téhéran. Cet avion était parti de Paris. Il n'est pas fortuit qu'il avait passé les années précédentes à Paris et comme de nombreux révolutionnaires, avant de mener les révolutions dans leur pays, étaient passés par Paris. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce rapport avec l'Occident et que peut faire aujourd'hui l'Occident et à partir de maintenant. Deuxième question, est-ce qu'il y a un espoir ou bien est-ce que le Moyen-Orient est condamné à cette horreur qu'elle vit ces dernières décennies et une crise qui s'aggrave de plus en plus et que certains considèrent qu'avec la chute des prix du pétrole et la paupérisation imminente du Moyen-Orient, cette crise va s'aggraver. Et j'aimerais donc sa prévision comme un pilier, la maison de la famille Saoud qui fait l'objet d'une contestation.
Et troisième question, nous avons eu récemment 2 visites très intéressantes en contrepoint. Le Premier ministre grec est allé à Abu Dhabi et l'émir du Qatar est allé hier à Ankara et il a signé une série d'accords avec Erdogan concernant la coopération économique. J'aimerais que ces fronts à l'intérieur du monde arabe, le Qatar et la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Jordanie et nous, j'aimerais bien qu'il nous explique tout cela un petit peu, qu'il nous analyse cela en nous expliquant un peu ces divisions au sein du Moyen-Orient et où est-ce que nous, on intervient. Ces 3 questions, bien sûr, très vastes. Et je vous remercie. Monsieur Keppel. Je vais revenir à la question d'abord. La visite de l'émir du Qatar à Ankara, elle est tout à fait normale, puisque en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans la région, c'est que on a de nouvelles alliances qui sont en conflit. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler l'axe, la triplice, la triple entente entre la Turquie, Qatar et l'Iran. Ce que j'ai appelé dans un livre qui va sortir, un nouveau livre qui va sortir en français sur l'année 2020 au Moyen-Orient, j'espère sera traduit en grec rapidement aussi. Le livre s'appelle Alliance et rupture. Et donc d'un côté, on a cette alliance de ce que j'appelle l'axe fréro-chiite, c'est-à-dire les frères musulmans et l'Iran, Turquie, Qatar et Iran, et face à eux, l'entente abrahamique, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Égypte, dans une certaine mesure la Jordanie, Bahreïn, maintenant le Soudan, Israël et les pays occidentaux. Et d'ailleurs, le 13 août, lorsque a été annoncée la signature du traité entre les Émirats et Israël, le ministre des Affaires étrangères grec était en Israël, et était reçu le jour même par M. Netanyahou. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a ces 2 grands axes dans la région. Donc l'axe fréro-chiite, Turquie, Qatar et Iran d'un côté, et puis les Arabes du Golfe, l'Égypte et la Jordanie, qui ont décidé qu'il fallait s'allier avec Israël. Et ça a été marqué de manière très frappante, tout récemment, il y a quelques jours, par la visite à moitié secrète de Bibi Netanyahou dans la ville ultramoderne de Neom, au nord-ouest de l'Arabie saoudite, dont Mohammed Ben Salman, le prince héritier, veut faire une sorte de Silicon Valley saoudienne, avec de l'argent saoudien, de la technologie israélienne et la bénédiction américaine. Donc la recomposition qui se joue en ce moment, elle est là. Et on voit bien que chacun essaye de profiter des derniers jours de la présidence Trump pour pousser son avantage. Bibi Netanyahou, qui est en mauvaise position en Israël à cause d'une mauvaise gestion du Covid, parce qu'il est submergé par les attaques judiciaires, est en train d'essayer de sauver sa peau. Il va voir Mohammed Ben Salman, qui lui-même a des difficultés avec la future administration Biden, qui va être beaucoup plus attentive à la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite. Donc les deux essayent de se rassembler avec Pompeo, qui était là, pour montrer qu'ils sont les alliés de l'Occident face à l'Iran. Un Iran dont Biden va sans doute, disons, tenter de réintégrer la présence dans un nouveau traité de dénucléarisation.
Donc là, on a cette question, et ces visites que tu as mentionnées, Dimitris, s'inscrivent dans cette stratégie. Alors, deuxième question à l'envers, donc, est-ce que c'est l'espoir ou l'horreur? Effectivement, les prix du pétrole se sont effondrés suite à la fois à la pandémie de la Covid-19, mais aussi à la stratégie russe que les Saoudiens ont dû suivre, de faire baisser les prix pour expulser les Américains du marché, parce que si on baissait les prix, le pétrole de schiste américain n'était plus rentable. Il faut bien savoir qu'en 2019, les États-Unis sont redevenus le premier producteur mondial de pétrole grâce au pétrole de schiste. Bien sûr, ça a favorisé une hausse des prix dont ont bénéficié les Saoudiens, les Russes et les autres. Mais le problème, c'est que c'était les Américains qui faisaient les prix désormais. Or, si les Américains font les prix, les Saoudiens et les Russes ne peuvent plus utiliser le pétrole comme une arme politique. Et donc, Poutine a voulu augmenter les capacités pour faire baisser les prix sans anticiper que la Covid amènerait ce processus à une chose inouïe, c'est que le pétrole, pour la première fois au mois d'avril, a été vendu à moins $30 le baril, c'est-à-dire qu'on payait les gens $30 pour prendre un baril de pétrole, chose inouïe dans l'histoire de l'exploitation pétrolière. Il me semble que effectivement, il va y avoir une situation de paupérisation dramatique. Nous le voyons déjà en France avec l'augmentation massive de l'immigration clandestine qui vient de Tunisie, qui vient d'Afrique, qui vient maintenant à travers l'Algérie, de l'Algérie même et d'Afrique noire, parmi lesquels il y a des djihadistes comme le tueur tunisien de Nice, Brahim Issaoui, et qui pose des problèmes de sécurité majeurs et qui contraignent l'Union européenne à prendre des mesures sécuritaires restrictives. C'est tout le débat en France aujourd'hui avec la nouvelle loi sur la sécurité qui, la question étant, est-ce que nous acceptons de réduire nos libertés pour favoriser la sécurité? C'est un très important débat philosophique qui menace évidemment la nature même de l'Europe libérale, mais qui, si nous ne prenons pas des mesures de sécurité, va menacer la liberté elle-même. Et ça, c'est un enjeu majeur dans lequel il y a des conflits terribles entre les Français, les Anglo-Saxons et d'autres. Et on attend justement, évidemment, le soutien de phares créateurs de la démocratie, c'est-à-dire la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi contemporaine. Alors, donc ça, c'est une vraie question. Moi, je reste toujours optimiste. Ça fait 40 ans que j'étudie le Moyen-Orient. J'ai échappé déjà à plusieurs condamnations à mort des djihadistes. C'est parce que je suis optimiste. Si on est pessimiste, en fait, tout va mal et on est déprimé. Donc, il vaut mieux être optimiste jusqu'au jour où on se fait égorger, mais on espère que ça ne va pas arriver. Dernière question sur le djihadisme et l'Occident. Alors, tu as dit avec facétieusement, mais ça c'est à cause de la formation américaine, bien sûr, que si Khomeini était arrivé de Paris, donc la France, d'une certaine manière, était coupable. Non, je suis obligé de te contredire et de t'inviter à boire un bon verre de Grassi, Gallico Grassi. Non, Khomeini était venu en France parce que c'était le Shah d'Iran qui avait voulu l'envoyer en France pour l'éloigner de l'Irak où il était, parce qu'il pensait qu'en Irak, il aurait beaucoup plus d'influence sur les chiites. Aucun d'entre eux, ni le Shah d'Iran, ni Saddam Hussein, ni Giscard d'Estaing, n'avaient compris la puissance des réseaux. À l'époque, ce n'était pas encore les réseaux sociaux, mais c'était les cassettes enregistrées, tu sais, les petites cassettes. Et Khomeini envoyait des cassettes audio depuis Paris beaucoup plus facilement que depuis Najaf. De même que les systèmes policiers n'ont jamais compris l'importance, par exemple, des réseaux sociaux pour le développement de Daesh. Et il a fallu qu'ils donnent nos pays européens ont dépensé des millions et des millions d'euros qui ont été donnés à Palantir
aux États-Unis pour casser les codes de Telegram, de Snapchat, de je ne sais trop quoi. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau type de djihadisme que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère, où on n'a plus de réseau organisé. On a ce que j'ai dit tout à l'heure, des entrepreneurs de colère, et puis des individus qui vont décider d'agir. Et ça, c'est un enjeu absolument majeur. Mais donc le djihadisme, il est à l'intérieur de nos sociétés. La Turquie développe l'islam politique en Europe, le soutient très fortement. Et on a non seulement c'est présent chez nous parce que nous avons des populations, une partie des populations qui le soutiennent, mais la Grèce joue un rôle central parce que même si le djihadisme n'est pas présent directement sur son sol contre la Grèce depuis l'intérieur, mais on l'entend dans les propos d'un certain nombre d'idéologues turcs, bien sûr. Néanmoins, par exemple, les attentats de Paris à la fin du mois au milieu du mois de novembre 2015 ont été organisés en grande partie à partir d'Athènes, parce que Abdelhamid Abaoud, le principal organisateur, avait loué un appartement à Athènes, mais la lenteur des transmissions policières ont fait que quand la police grecque est arrivée, il était parti. Donc, en fait, nous sommes, tous les Européens dans l'affaire sont concernés. Si l'Union européenne est véritablement unie, si le 10 et 11 décembre, elle arrive à avoir une politique commune face à la menace djihadiste et à l'irrédentisme qui se manifeste notamment chez M. Erdogan, elle peut l'emporter. Mais si l'Empire ottoman d'aujourd'hui divise les Italiens, les Français, les Grecs, etc., alors, bien sûr, elle sera très affaiblie. Je crois que c'est un véritable enjeu de politique pour l'Europe et que ce qui va se jouer le mois prochain sera décisif. Nous remercions Monsieur le professeur. Hélas, notre temps est très limité et vous avez ouvert des questions. Il aurait nous fallu 2 heures au moins pour en débattre. Donnons la possibilité aux plus jeunes de notre groupe, Vassilis Nedos, un excellent journaliste. Vassili, aussi succincte que possible, pose tes questions. Et si M. Keppel aura le temps d'y répondre, ou s'il peut rester un peu plus avec nous, M. Nedos. On n'entend pas. Désolé, nous n'entendons pas, M. Nedos. Il a coupé son micro ou quoi? Non, on ne l'entend pas. Όχι, δεν ακούγεσαι, Βασίλη. Καλησπέρα από την αίθουσα του. Έχετε κλείσει. Bonsoir de la salle de l'Institut français. Monsieur Nedos, vous avez, je crois, fermé votre micro. Κύριε Νέδο, μ' ακούτε? Προσπαθήστε να συνοηθείτε με τους τεχνικούς. Πάρτε το ένα τηλέφωνο να δείτε μήπως μπορείτε να... Essayez de prendre contact avec les techniciens pour essayer de résoudre votre problème. Κύριε Νέδο, πάρτε το ένα τηλέφωνο για να δείτε τι ακριβώς σημαίνει. Πώς? Τέλος πάντων, θα κάνω εγώ την ερώτησή μου. Je vais poser ma question et si entre-temps votre problème technique est résolu, vous m'interrompez s'il vous plaît. Deux questions, une question personnelle et une question plus générale. Vous êtes parmi des personnes qui avaient été condamnées à mort, cette fameuse Fada, comme vous l'appelez. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant qu'être humain et quelle a été la réaction de votre famille, de vos amis, de l'État face à cette menace? Voici la première question. La deuxième question
Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en Grèce et quelle relation vous avez avec la Grèce et Chypre? Et troisième question, l'Égypte qui constitue une part importante de notre alliance à l'heure actuelle, quelle est sa part de stabilité par rapport aux récents événements qui ont lieu au Caire? Merci. Merci beaucoup. Alors écoutez, il faut que je remercie les djihadistes de m'avoir condamné à mort parce que donc c'est arrivé le 13 juin 2016. Un djihadiste sorti de prison avait poignardé à mort un policier et sa femme chez eux. Et ensuite, il a fait une déclaration en disant mes frères, je vais être tué par la police, mais vous devez tuer tous les infidèles et tous les journalistes, et d'abord Gilles Kepel. Alors moi, je suis prêt à subir le martyre comme professeur, bon, mais pas comme journaliste. Je ne suis pas journaliste. Je n'ai rien contre les journalistes, mais au moins qu'on me condamne à mort pour ce que je suis. Et du coup, la police m'a protégé, fort heureusement. L'État français a été formidable, et quand je compare ma situation avec celle de Salman Rushdie, qui souffrait parce que Madame Thatcher voulait un peu se venger parce qu'il avait beaucoup insulté dans les versets sataniques, et les policiers anglais n'étaient pas du tout sympas avec lui. Moi, les choses sont très bien passées. Malheureusement, comme je suis seulement un universitaire, on m'a mis une voiture toute cassée pour me protéger. Et donc, cette voiture n'avait plus de ressort, plus d'amortisseur. Et j'ai eu une sciatique, c'est-à-dire des mal dans le dos épouvantable. J'étais obligé d'être couché, je ne pouvais plus rien faire. Donc j'ai écrit ce livre, que je n'aurais jamais pu écrire si vite si je n'avais pas passé mes journées couché dans mon lit parce que je ne pouvais pas bouger, car tout mouvement me donnait des douleurs épouvantables. Donc moi je suis athée, mais je pense qu'il y avait un dessein caché d'Allah ou d'un autre qui m'a mis là pour que je puisse écrire ce livre. Voilà ma réponse au djihad, c'est de les amuser. Alors, deuxième question, la relation avec la Grèce. Alors, je voudrais m'exprimer en grec, mais je n'y arrive pas. Je parle le grec moderne dans les tavernes, dans les hôtels, avec les jeunes filles, avec les jeunes femmes. En Grèce, d'ailleurs, Dimitri m'a invité il y a quelques années à une initiative qu'il faisait avant qu'il soit Voulertis, quand il était encore Kavrigitis, très intéressante d'échanges intellectuels sur la Méditerranée. Et je suis très, très heureux, évidemment, chaque fois de revenir en Grèce, parce que pour nous, les Français, malheureusement, de mon âge, les jeunes ne font plus que l'Internet, mais la Grèce a été quand même un élément fondamental de la construction de notre identité intellectuelle. C'est quelque chose, alors même si la Grèce moderne n'est pas la même que la Grèce de Périclès, néanmoins, peut-être Dimitris, Antonis et Vassilis, vous êtes respectivement Périclès, Plutarque et Aristophane, je ne sais pas, mais en tout cas, pour nous, c'est très important. Je crois pour les gens de mon âge, de ma génération, et donc, dernière question, l'Égypte. Bon, l'Égypte, où j'ai commencé ma carrière d'arabisant, j'ai écrit il y a maintenant presque 40 ans mon premier livre sur les mouvements djihadistes, le prophète et Pharaon. C'est un pays qui aujourd'hui a réussi après les révolutions arabes, à rétablir l'ordre, mais au prix d'un régime extrêmement autoritaire. Alors, c'est un régime qui est stable. La France lui vend beaucoup d'armes. Il est lié à l'Arabie saoudite. Ils sont maintenant les meilleurs amis de la Grèce parce que tous les deux détestent la Turquie. L'Égypte, parce que la plupart des frères musulmans égyptiens sont en Turquie. La Grèce, pour les raisons que vous savez. La politique internationale est faite de compromis. Voilà. Très bien. Monsieur Nados, est-ce que
oui, oui. On vous entend très bien. Bonsoir de ma part et je vous remercie tous. Tout d'abord, Dimitris Keridis et Andonis Trifilis pour leurs propos très amicaux et c'est un honneur pour moi que de telles personnes parlent de moi. Je les suis depuis longtemps et je veux bien sûr remercier l'Institut français de Grèce, les éditions Klidarismos et la Foire internationale du livre de Thessalonique pour cette invitation. Il y a quelques jours, nous avons eu l'occasion avec M. Keppel d'avoir un entretien téléphonique dans le cadre de cet entretien pour le journal Kartimalini. J'aurais pu moi aussi écrire même un petit livre à travers cette interview. Et je dois dire que Sortir du chaos est un livre très, très convivial pour le public grec. Le lecteur grec moyen fait ses lectures très, très souvent en abordant des livres qui portent sur le nationalisme turc. Monsieur Keppel, donc, l'occupe néo-ottomane qu'Erdogan construit ces dernières années. Et pendant ces 5 dernières années, la Turquie d'Erdogan est un épisode récent dans un itinéraire historique. Donc, je recommande vivement aux lecteurs de lire ce livre qui a été traduit en Grèce. Je poserai donc juste une question, celle que vous pouvez imaginer, Monsieur Keppel. Si tout ce gambling, tout ce jeu que Erdogan joue, est-ce qu'il va lui être profitable ou bien est-ce qu'il devra céder? Monsieur Keppel, vous avez la parole. Bon, merci. D'abord, je voudrais dire que je donnerai un pourcentage de mes droits d'auteur sur ce livre grec à vous trois parce que vous avez beaucoup aidé sa promotion. Espérons que les librairies vont ouvrir pour qu'on puisse traduire ça de manière concrète. Alors, pour répondre à la question de Vassilis, moi, je ne mettrai pas mon argent sur l'avenir d'Erdogan. Je crois que sa situation est aujourd'hui très difficile. Sa politique est une politique de fuite en avant. Il essaye en ce moment de profiter des derniers feux de sa relation avec Trump, mais même celle-ci n'est pas très bonne. Regardez Pompeo, par exemple. Pompeo vient de faire la tournée des adieux dans la région. Il est allé en Arabie Saoudite, où il a rencontré MBS et Bibi Netanyahou est venu. Quand il est allé à Istanbul, il n'a refusé de voir les Turcs. Il a vu le patriarche grec de Constantinople. Ce qui n'est pas un très bon signe de l'amour que les États-Unis, même de Trump, portent à M. Erdogan. Et comme je l'ai dit, Joe Biden a qualifié Erdogan de autocrate, artokratos, ce qui n'est pas non plus un truc très gentil à dire à Erdogan, surtout quand on sait qu'il a fait sa carrière en la Nouvelle-Angleterre, et Dimitris, qui connaît beaucoup mieux les États-Unis que moi, sait que c'est une région où il y a beaucoup de Grecs qui financent les campagnes avec des restaurateurs et des marchands de Slovaquia, qui financent les candidatures des démocrates. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait une écoute très attentive à la Maison-Blanche de Biden, comme il avait eu avec Trump, que les affaires, par exemple, de la Halkbank, cette affaire très compliquée de banque turque accusée d'avoir financé l'Iran, qui avait été arrêtée sur ordre de Trump aux États-Unis, à mon avis, elles ne seront plus arrêtées. Donc je pense que c'est très préoccupant pour lui, et c'est très préoccupant surtout pour le capitalisme turc. La Turquie fonctionne aujourd'hui grâce à sa relation avec l'Union européenne. Elle vend beaucoup de produits d'entrée de gamme à l'Union européenne. Si au mois de décembre, le sommet de l'Union prend des mesures, comme le demandera Emmanuel Macron, qui interrompent temporairement l'union douanière entre la Turquie et l'Europe, cela signifie que la situation économique de la Turquie
à cause justement de la politique de M. Erdogan, va être catastrophique. La livre turque a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis le début de l'année. Le gouverneur de la Banque centrale turque a été limogé parce qu'il avait une politique de création de masse monétaire qui, pour booster l'économie artificiellement, qui a eu pour conséquence l'effondrement de la livre et surtout Monsieur Gendre, le Jared Kushner d'Erdogan, Berat Albayrak, a démissionné la semaine dernière, signe de la perte de confiance du milieu capitaliste turc en Erdogan. Et donc tout ça, ce sont des bouleversements très importants aujourd'hui. À mon avis, malgré la fuite en avant en Arménie, malgré l'aide à l'Azerbaïdjan qui a pu sembler une victoire, il a aussi mis à mal ses relations avec Poutine. Poutine n'a pas apprécié que Erdogan intervienne au Caucase. Et à force de multiplier les ennemis les uns après les autres, je crois qu'aujourd'hui, il se trouve avec tous ses ennemis ensemble contre lui. Et ça va être probablement une attitude difficile. C'est difficile d'être à la fois membre de l'OTAN et d'avoir des S-400 russes. C'est Trump qui avait empêché les sanctions contre lui parce que Trump, comme vous le savez, pendant sa présidence, a touché 2,6 millions de dollars sur son compte personnel en provenance de Turquie, selon une enquête du New York Times du 29 octobre passé. Et même s'il se pardonne lui-même, comme il peut le faire avant de partir de la Maison-Blanche, tout ça ne va pas passer inaperçu à partir du 20 janvier. Donc, à mon sens, c'est de l'intérieur même de la Turquie que vont venir les critiques d'Erdogan. Il me semble qu'aujourd'hui, d'ailleurs, sa popularité baisse significativement. Sa force, c'est qu'il a détruit toute l'opposition et que l'opposition laïque et kémaliste est assez faible aujourd'hui. Les Kurdes sont marginalisés, mais il me semble que la conjonction d'une attitude ferme de l'Union européenne et de la présidence Biden, c'est quelque chose qui va poser un problème que j'imagine quand même très difficile à surmonter, et je ne pense pas qu'il puisse se permettre de continuer sa politique à partir du mois de décembre et du mois de janvier. Bonsoir, à partir de la salle de l'Institut français de Grèce. Moi, je vais vous poser les questions du public qui n'est pas ici avec nous, mais qui sont avec nous en ligne et qui suivent depuis toute la Grèce. Excusez-moi, je dois vous interrompre pour certaines raisons. Ce que M. Keppel a dit concernant M. Erdogan, tout cela fait l'objet de recherches judiciaires. Nous devons préciser cela pour ne pas donner des informations erronées. Et toute cette situation fait l'objet d'enquêtes judiciaires qui ne se sont pas encore achevées. Et nous lisons dans les journaux que tout cela se poursuit, mais nous n'avons pas de preuves à ce qu'il me semble. Je vais vous poser donc une question posée par le public. C'est Argyro Cosmidou qui demande à M. Keppel comment vous interprétez le veto de la Hongrie concernant le budget et le plan de reprise de l'Union européenne. Alors, pour répondre d'abord à Antonis, moi j'ai cité le New York Times, je n'ai pas fait présenter la décision de la justice américaine, mais évidemment le fait que tout cela soit aujourd'hui rendu public aux États-Unis, bien évidemment, va poser un problème. Et vous savez que
la presse joue un rôle majeur dans les relations internationales, surtout les relations au New York Times. Nous, les Français, nous le savons bien, puisque le New York Times passe son temps à attaquer la France. Alors, la réaction de M. Orban, le refus du budget, est due au fait que l'Union européenne souhaite que la redistribution des fonds liés notamment au ralentissement de l'activité à cause de la pandémie de Covid soit accompagnée d'un respect des libertés publiques en Europe. Et deux pays qui, en Europe, sont aujourd'hui, disons, en désaccord avec un certain nombre d'autres sur les libertés publiques, la Hongrie et la Pologne s'y sont opposés. Je ne suis pas complètement sûr qu'ils maintiennent leur position jusqu'au mois de décembre, mais nous verrons. Mais vous êtes un peu en dehors de ma spécialité, même si je suis par mon père d'origine tchèque, je ne suis pas spécialiste de la Hongrie. Je voudrais juste rappeler que M. Orban est parmi les personnes les plus amicales à l'égard de M. Erdogan. Je ne sais pas si nous avons terminé. Moi, je n'aimerais pas que ça s'arrête. Monsieur Keppel est si éloquent. Il va nous obliger à lire pour une troisième fois son livre. Je voudrais vous remercier tous et tous ceux qui ont eu la patience de nous suivre. On ne vous entend pas. Hélas, cette rencontre s'est terminée. Nous vous remercions tous d'avoir été avec nous ce soir en direct à partir de l'Institut français. Et j'espère que, dit M. Trifilis, que nous aurons la vidéo. Ça sera disponible en grec et en français sur la chaîne de l'Institut dans quelques jours. Bonne soirée et bonne continuation, M. Keppel, et à tous les autres.